Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle, arrivée deuxième donc à ce premier tour. Merci donc de répondre à nos questions pour ce rendez-vous exceptionnel qui dure jusqu'à 20h et qui sera rediffusé de 20h à 21h. En février 2011, vous avez dit « Tout le monde sait ce qui s'est passé dans les camps et dans quelles conditions. Ce qui s'est passé est le summum de la barbarie. Croyez-moi, cette barbarie, je l'ai bien en mémoire. » Ça, c'est ce que vous dites et vous avez dit. Aujourd'hui, Jean-François Jalc a été remplacé par Steve Briouat à la tête de votre parti pour avoir tenu, a priori, des propos révisionnistes, notamment sur les gaz utilisés dans les camps de concentration. Donc ma question est simple. Dans votre parti, et non pas vous, mais dans votre parti, à un niveau élevé de dirigeants, est-ce qu'il y a encore des gens qui pourraient nier la Shoah, qui pourraient être révisionnistes ou négationnistes? Et dans ce cas, Madame Le Pen, si vous êtes élue la semaine prochaine, est-ce que dans votre gouvernement, dans vos proches, dans votre cabinet à l'Élysée, est-ce qu'il y aurait des gens qui tiendraient ce type de propos? Là, M. Jalc porte plainte à la suite de cette accusation. Il est très affecté d'ailleurs par cette diffamation dont il est victime et il a refusé le poste de président par intérim parce qu'il pensait que, à cause de ces accusations diffamatoires portées contre lui, il ne pouvait pas sereinement remplir cette fonction. Vous le savez, j'ai rompu avec mon père pour des propos qui étaient inadmissibles. Par conséquent, je trouve que cette volonté en toutes circonstances de vouloir laisser penser qu'il y aurait des complaisances à l'égard de ces thèses est pour le moins troublante. Que les choses soient très claires. J'abhorre ces thèses. Je n'admets pas qu'on puisse les défendre. Je l'ai toujours dit, ma position est extrêmement clair. Je l'ai rappelé. Il n'y a pas dans la direction du Front National de gens qui défendent ce genre de thèse. Maintenant, cette affaire est devant le tribunal. M. Jalc a porté plainte. J'aimerais quand même que vous évitiez peut-être de rajouter de la diffamation à la diffamation à son égard. Non, c'est en tout cas un fait et un fait de campagne. Il n'y a pas que M. Jalc, il y a aussi Bruno Gollnisch qui est membre de votre conseil stratégique de campagne et qui en octobre 2004 voulait aussi débattre sur l'ampleur de la Shoah. Donc ma question... Bruno Gollnisch a été totalement lavé de ces accusations. Je n'ai pas dit qu'il avait été condamné, j'ai juste dit qu'il avait évoqué ça. La question est, est-ce que vous avez vraiment réussi finalement cette dédiabolisation, c'est-à-dire que vous avez un discours, une réalité peut-être personnelle, mais est-ce que votre parti qui viendrait au pouvoir avec vous si vous étiez élu, lui, s'en est réellement débarrassé? Mon parti viendra au pouvoir avec moi, comme vous dites, avec l'ensemble d'une majorité présidentielle. C'est d'ailleurs celle que je suis en train de constituer. Et mon parti luttera contre le fondamentalisme islamiste avec une fermeté absolument totale, car aujourd'hui, on peut le dire, le danger qui pèse sur nos compatriotes juifs, c'est pas la première fois que je le dis, c'est la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. C'est cela le danger majeur. Je pense que beaucoup de nos compatriotes en sont conscients et je l'ai dit et je le redis, je pense être leur seul bouclier, c'est-à-dire la seule et particulièrement dans ce second tour à avoir en même temps la lucidité, l'énergie, la volonté d'éradiquer ce fondamentalisme islamiste. Je note que ça n'est pas tout à fait la même chose. Pas la question n'était pas celle-là, la question était celle du révisionnisme et du passé de votre parti. Vos questions, madame, sont plus longues que mes réponses. Bon. Je pense que ça n'est pas le cas de M. Macron, qui est soutenu par l'UOIF, c'est-à-dire une organisation islamiste dont je demande la dissolution, qui accueille régulièrement
dans son congrès des gens qui appellent au meurtre des juifs, au meurtre des homosexuels. Il est soutenu par M. Hani Ramadan, le frère du célèbre Ramadan, qui lui-même a justifié la lapidation des femmes. Et je compte, moi, m'attaquer à toutes ces associations qui diffusent cette pensée mortifère dans notre pays. Voilà, je crois que personne ne doute de ma volonté dans ce domaine et par conséquent, voilà, je suscite, je crois, dans ce domaine une confiance absolument totale et qui est justifiée. Alors apparemment, parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, il y a un très grand nombre de représentants de religions, dont y compris des islamistes. Y compris des... Qu'il considère comme des braves types, puisqu'il a considéré que M. Saou, qui est un de ses conseillers, malgré le fait qu'il soit un islamiste radical, était un brave type. Eh bien, moi, je ne le considère pas. Je ne considère pas que les islamistes radicaux soient des braves types. Je pense que ce sont des gens éminemment dangereux, qu'on a laissé, encore une fois, se développer sur notre territoire, recruter sur notre territoire. Nous allons parler de cela. Et ceci est un danger majeur, car la conséquence de cela, eh bien, c'est évidemment la montée en puissance de cette idéologie qui est le fondement du terrorisme islamiste. On va parler de la lutte contre le terrorisme et de votre action éventuelle là-dessus. Dans ce premier tour, vous êtes donc arrivé en seconde position. Vous avez reçu le soutien de Marie-France Garot ce matin. Est-ce que... J'en suis très fier, car c'est une grande dame de la souveraineté et de la défense de la France. Est-ce que vous allez recevoir le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, que vous avez rencontré en fin d'après-midi aujourd'hui? Oui, j'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan. Nous avons parlé de la France, précisément, et de son avenir. Et il est invité ce soir aux 20h de France 2, où je suppose qu'il explicitera sa pensée. Et donc vous êtes sa position. Vous êtes satisfaite de ce rendez-vous? Mais encore une fois, M. Dupont-Aignan parlera ce soir aux 20h de France 2 et on en saura tous beaucoup plus. Oui, mais vous êtes satisfaite de ce rendez-vous? Oui, apparemment. Écoutez, Madame Écrief. Non, mais parce que ce à quoi on assiste, et je voudrais que vous essayiez de m'expliquer, on ne voit pas le même front républicain qui a eu lieu en 2002. Comment l'expliquez-vous justement? Mais parce que je pense que la gauche et la droite sont, encore une fois, une séparation totalement artificielle, que beaucoup de Français s'en sont rendus compte, et qu'aujourd'hui, le vrai clivage, celui qui traverse le pays, et celui qui va déterminer d'ailleurs son avenir, c'est le clivage entre les patriotes et les mondialistes. Il y a ceux qui sont sur la rive des patriotes et ceux qui sont sur la rive des mondialistes. Sur la rive des mondialistes, il y a l'intégralité de l'oligarchie qui va de l'UOIF à la CGT, en passant par le MEDEF, par des grands patrons de presse, etc., par tous les grands groupes financiers qui ont tant à gagner à l'élection de M. Macron. Donc on est vraiment dans une dichotomie où la question c'est qui va être défendu dans les 5 prochaines années? Est-ce que c'est encore l'oligarchie qui va... L'oligarchie, c'est un mot de Jean-Luc Mélenchon que vous avez adopté entre les deux tours. On va y venir. Que j'utilise depuis assez longtemps. En fait, non, mais vous avez remplacé le mot système par le mot oligarchie pour parler aux insoumis, en l'occurrence. Qui va capter la France pour bénéficier, ou pour tirer en tout cas d'elle des intérêts privés, ou est-ce que l'on va choisir la France, voilà, choisir la France et surtout choisir le peuple, parce que c'est lui qui est le sujet essentiel, vous le savez, en même temps, de mes préoccupations. Et Emmanuel Macron, il dit de vous mon action politique. Que vous êtes une héritière, alors que vous vous dites du peuple, que vous êtes l'héritière du système, que vous êtes née dans un château, que vous donnez des leçons, alors que vous prétendez du peuple. Un mot sur Ça m'amuse parce que ce sont exactement les arguments qui étaient développés par Harlem Désir avec SOS Racisme. Ça nous reporte au début des années 90. J'avoue qu'en termes de nouveauté, très honnêtement, ça sent quand même la naphtaline, ce genre d'argumentation. Ça démontre surtout que M. Macron n'a pas envie d'aller sur le fond. Il n'a pas envie que l'on parle de Whirlpool, par exemple. On va y venir parce que ça m'intéresse beaucoup, j'y étais, et je voudrais vous en parler. Mais juste un mot sur l'ambiance de votre campagne, et notamment du meeting de Nice hier soir, où il y a eu des insultes à caractère sexuel que je ne répéterai pas, qui ont été proférées contre Emmanuel Macron. Oui, est-ce que
Est-ce que c'est le fait de quelques individus. Moi, j'ai pas entendu ces propos-là, mais c'est évidemment éminemment condamnable. vous condamnez cette violence, Oui. et en tout cas ces termes et ces insultes. Alors, un petit mot juste aussi sur, dans l'actualité du jour encore, Zinedine Zidane, qui a dit qu'il fallait éviter le Front National. Comment réagissez-vous? Bah écoutez, c'est son avis. Qu'est-ce que je vous dise peut donner des conseils en foot, il est assez bon, faut bien le dire, mais en politique, c'est pas une certitude. Hein. Vous avez Vous me direz, avec ce qu'il gagne, je comprends qu'il vote Macron en même temps. Parce que comme M. Macron veut faire en sorte que les gros ISF ne payent plus d'imposition, enfin, je suppose que M. Zinedine Zidane très beau a pas mal de capital. Oui, c'est un beau parcours. Vous le souhaitez pour les Français ou pas, pour les jeunes Français ou pas? Pas mal de capital financier et que donc il a tout intérêt probablement à l'élection de M. Macron pour préserver la richesse qu'il a pu obtenir grâce à son talent. Est-ce que vous souhaitez aux jeunes Français d'avoir une belle carrière? Parce qu'il est sorti d'un quartier comme la Castellane et il a fait une très belle carrière. Oui, est-ce que c'est oui, mais si vous voulez, je crois que l'argumentation consistant à dire aux jeunes de quartier que la seule perspective pour eux, c'est soit de devenir footballeur, soit de devenir dealer, c'est terrifiant. Les jeunes Français d'origine étrangère qui sont dans les quartiers, ils veulent être ingénieurs, boulangers, ils veulent que leurs enfants aillent dans des écoles qui soient des écoles qui leur apprennent et qui leur donnent les savoirs fondamentaux pour pouvoir faire leur carrière. Ils veulent pouvoir acheter un appartement ou une petite maison pour pouvoir se constituer un capital. Ils veulent vivre en sécurité. Ils veulent que la voiture qu'ils ont achetée avec leur salaire, et ils ont eu du mal à l'acheter, ne soit pas brûlée par des voyous. Voilà. Ils sont, Madame Ekrief, des Français comme les autres. Et ils veulent être traités comme des Français comme les autres. Emmanuel Macron était à Sarcelles hier. Vous êtes allé à Amiens alors qu'il était à Whirlpool. On va parler de Whirlpool dans un instant. On va écouter Emmanuel Macron qui était à Sarcelles hier et qui dit je suis là où elle ne peut pas venir. Vous pouvez continuer à le faire et à dire les politiques ne valent plus rien de toute façon. Suivons les images de la grande démagogie en marche. Madame Le Pen, elle ne peut pas venir dans un quartier comme celui-ci. Parce que qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'il s'en aille. Elle veut séparer la France, la casser en deux. Vous irez à Sarcelles? Au-delà dans un certain nombre de quartiers, il faut bien dire que je ne peux pas aller. La police non plus ne peut pas y aller. Les pompiers non plus ne peuvent pas y aller. Et je trouve que quand on est candidat à la présidentielle, on ne devrait pas s'en réjouir. On devrait au contraire le déplorer. Et je ne mets pas d'ailleurs dans cette analyse l'ensemble, encore une fois, des gens qui vivent dans les banlieues et qui sont bien souvent soumis à la pression, des caïds, à l'insécurité. Vous irez à Sarcelles par exemple ou dans un des quartiers? Vous irez? Mais je n'ai pas de leçons à recevoir parce que M. Macron, une fois de plus, a monté une opération. Est-ce que vous savez dans quelle association il est allé? C'est une association qui s'appelle Sport dans la ville. Et cette association, elle est financée par Dassault, elle est financée par Total, elle est financée par Mme Bettencourt, ce sont elle des est financée fondations, par JP Morgan, elle est financée par la Société Générale, c'est-à-dire en réalité par l'intégralité des amis de M. Macron. Si une démonstration devait être donnée, eh bien elle a été donnée. Bon, voilà. enfin, pour aider les jeunes dans les quartiers, il y a très souvent des entreprises qui donnent de l'argent. C'est comme ça qu'on aide aussi, et c'est comme ça qu'on fait travailler. Les grands intérêts financiers organisent la campagne de M. Macron, ont récupéré de l'argent pour lui, ont organisé, les associations de quartier, elles ont besoin d'argent par les fondations des entreprises, c'est normal. Et maintenant, ils organisent même en réalité les déplacements de M. Macron qui semble être assez fébrile dans le cadre de ce second tour. Il perd ses nerfs, il est très agressif, il monte dans les aigus. Je crois que ça démontre encore une fois une fébrilité parce qu'il sent que son projet commence à être connu des Français. Et que de la même manière qu'après la primaire, les Français ont découvert le projet de M. Fillon et s'en sont séparés avant même les affaires auxquelles il a été confronté, eh bien les Français découvrent le projet de M. Macron et se rendent compte de sa brutalité. Alors Ils on va se parler rendent compte que ce projet, il est fait pour les forts et la vraie question que doivent se poser les Français, c'est est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils seront dans le camp des forts ou est-ce qu'ils ne seront pas broyés par ce projet qui en réalité vise à écarter tous ceux qui ne participent pas de l'oligarchie qui se rencontre à la rotonde. Vous allez vous appelez directement aujourd'hui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et comme je le disais, vous utilisez le mot oligarchie, vous avez appelé à dégager les gens hier, tout ça c'est un discours de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pourriez gouverner avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous pourriez faire une majorité avec lui
après à l'Assemblée nationale? Encore une fois, le vrai sujet, c'est la France. On a des divergences avec Jean-Luc Mélenchon qui sont des divergences profondes. Honnêtement, je le cache pas. Oui, vous l'avez traité d'immigration pendant toute la campagne. Il est un immigrationniste. Il veut la régularisation de l'intégralité des clandestins. Moi, je ne nie pas la réalité de ces divergences, mais je dis que la situation et le choix qui est à faire est tellement grave pour notre pays que les électeurs de M. Mélenchon doivent se poser la question, vont-ils voter pour un banquier d'affaires qui a, encore une fois, trahi les intérêts nationaux au bénéfice d'intérêts privés? Est-ce qu'ils vont voter pour la continuation de François Hollande en 10 fois pire? Est-ce qu'ils vont voter pour quelqu'un qui annonce d'ores et déjà que par ordonnance, il va détruire le droit du travail, c'est-à-dire sans même passer devant le Parlement? On va avoir c'est ça la vraie question. Et vous voyez, c'est en leur fort intérieur qu'il faut qu'ils se posent cette question. Est-ce que dans la sensibilité sociale qui est la leur, est-ce qu'elle correspond à l'épouvantable projet qui est celui de M. Macron dans Écoutez la réponse en tout cas de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Oui, après tout, c'est évidemment lui qui est aussi le premier concerné. Je ne voterai pas Front National, tout le monde le sait. Ce que je vais voter, je ne vais pas le dire. Mais il n'y a pas besoin d'être grand clair pour arriver à deviner ce que je vais faire. C'est un crève-cœur pour nous quand elle arrive à les convaincre. Des fois, elle se déguise, elle prend nos habits et elle remue comme nous, quoi. Elle essaye de faire du Mélenchon, elle se dit comme ça, on va duper les gens. Hein. Vous cherchez à duper les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui l'a dit. C'est un adversaire politique. Mais encore une fois, nous sommes confrontés à un choix qui est un enjeu de civilisation. Alors, est-ce que vous pourriez gouverner avec lui ou est-ce que vous pourriez faire une majorité avec des députés mélenchonistes après? Manifestement, il ne le souhaite pas. Mais vous le souhaiteriez? Une souhaiteriez présidentielle avec tous les patriotes qui participeront, encore une fois, qui auront choisi la France. Parce que c'est ça le titre de ce second tour. C'est ça la profession de foi qui est la mienne, choisir la France. Tous ceux qui choisiront la France auront vocation dans ce grand rassemblement des patriotes, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours, quel que soit leur vote du premier tour, à y participer parce que ce qui se passe aujourd'hui, est beaucoup trop grave. Il faut faire barrage à la captation de la France par les intérêts. Aujourd'hui, il vous faudra à peu près 10 millions de voix supplémentaires pour arriver en tête. Hein. C'est que il n'appelle pas à voter pour M. Macron. Voilà. Il n'appelle pas à voter pour M. Macron car il appelle à voter contre vous quand même. Oui, mais il n'appelle pas à voter pour M. Macron car il sait au fond de lui qu'encore une fois, le projet de M. Macron est un projet de déconstruction de notre système de protection sociale. Ils vont rester dans l'opposition après si M. Macron est élu et comme ça, il ne vous laisse pas la seule dans l'opposition, c'est tout. Enfin, c'est de la tactique politique. Chaque Français se posera la question en son fort intérieur et aura ce choix à faire. Et moi, je leur dis, venez avec moi. Voilà, venez pour combattre encore une fois la prise en main de la politique depuis des années par un petit groupe. Venez imposer la démocratie par le référendum d'initiative populaire, par le retour de la proportionnelle. Venez aider à augmenter le pouvoir d'achat des plus fragiles d'entre nous. Apparemment, il y en a d'autres vieillesse, l'allocation adulte Oui, vous avez les mêmes programmes. Vous avez le même programme sur beaucoup de choses. Vous avez le même programme que Jean-Luc Mélenchon. Venez arrêter les délocalisations qui se démultiplient parce que aujourd'hui c'est la mondialisation sauvage qui a pris le pas et auquel se sont soumis l'ensemble de ceux qui nous ont dirigés depuis des années. Venez lutter contre la concurrence. Alors on va parler des moyens. Déloyale, on va parler des moyens. Contre la concurrence nationale déloyale au travers de la directive détachement des travailleurs. Voilà. Sur laquelle vous vous êtes abstenu au Parlement européen que vous n'avez pas voté. Non, ça n'est pas vrai. Ah si, madame. si, je l'ai retrouvé. Non, madame, ça n'est pas vrai. C'est une modification, c'est un texte de lutte contre la fraude à la directive détachement des travailleurs, dont j'ai considéré qu'elle était une escroquerie, car en réalité, moi je ne veux pas lutter contre la fraude à la directive détachement des travailleurs, je veux lutter contre la directive détachement des travailleurs. Et même si on ne fraude pas, on crée les conditions d'une concurrence déloyale entre les salariés français et les salariés étrangers, et je ne veux pas de cela. Vous êtes abstenu sur beaucoup d'autres choses, la directive. Donc sur le TAFTA, vous n'étiez pas présente au débat, idem pour le débat sur le CETA, sur la lutte contre
contre la désindustrialisation en Europe, à part Florian Madame... Philippot, qui a voté contre. Vos élus Front National ont voté pour. Mais écoutez, madame, si vous essayez de faire croire aux Français qu'on ne les défend pas quand on est au Parlement européen, je vous souhaite bonne chance. Car en réalité, ce genre de texte est truffé en réalité d'admission. Non, madame, non. Vous les avez pas votés. Madame, si nous ne les votons pas, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a l'acceptation du principe même de la mondialisation sauvage, de l'ouverture des frontières, de la libre circulation des produits et des capitaux. Des choses sur lesquelles je ne vote pas un texte. Je ne vote pas un texte dont la philosophie est la destruction de notre économie et du pouvoir d'achat de nos travailleurs. C'est très clair. Même dans la lutte contre l'évasion fiscale, sur le secret des affaires, c'est-à-dire qui est favorable aux multinationales, tout ça, vous l'avez pas voté. Non, madame, ça n'est pas vrai. Vous voulez qu'on fasse ce débat-là? On va le faire. En l'occurrence, il s'agissait sur le secret des affaires, comme vous dites, parce que vous dites ça, vous ne connaissez absolument pas le texte, vous ne l'avez pas lu, vous êtes contenté de lire une dépêche AFP. C'est pas un travail de journaliste, ça. Donc il s'agissait de protéger notamment nos entreprises françaises de la captation par des entreprises étrangères de secrets entre guillemets industriels. Nous avons déjà assez perdu de technologie qui a été transférée par nos dirigeants politiques en général lorsque les entreprises délocalisent ou lorsqu'on vend un produit, on transfère aussi notre technologie. On appauvrit les Français, on les prive des fruits de leur intelligence. Eh bien, nous ne voulons pas de cela. Juste un mot pour finir, et avant qu'on parle de Whirlpool, puisque ça va être la pub, et on va en parler. François Ruffin, qui était à Amiens, le jour où vous êtes allé à Whirlpool, lui aussi a pris à partie, alors vous étiez là le matin, lui a pris à partie Emmanuel Macron dans l'après-midi, il a annoncé son vote pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc il y a une forme de scepticisme quand même de la part des électeurs ou des amis de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais de la part de M. Ruffin, c'est juste une forme d'escroquerie. C'est juste une forme de trahison. Parce qu'on ne peut pas, encore une fois, lutter contre les délocalisations aux côtés des salariés qui en sont victimes, et après voter pour M. Macron, dont nous savons pertinemment que son projet va entraîner la démultiplication des délocalisations. On va laisser des centaines, voire même des milliers de familles au tapis. Je veux dire, il y a là une forme d'escroquerie. C'est pas possible d'accepter cela. De la même manière, c'est une manière de dire que M. Fillon, qui appelle à voter pour M. Macron à 20h02, alors que ses électeurs l'ont suivi, soutenu, sont plutôt assez européens. Et lorsque, par exemple, vous parlez, vous dites que Emmanuel Macron est un banquier, que c'est un sale métier, entre guillemets, non, ça n'est pour pas pour un certain nombre d'électeurs de François Fillon, moi je me dis, pour eux, ils se disent qu'un banquier, c'est une fonction sociale dans la société, une fonction économique, madame, et que c'est pas si terrible. Et donc les électeurs de François Fillon, sur votre programme économique, ils doivent se dire peut-être qu'ils sont pas tout à fait d'accord. Le problème, c'est que vous parlez pour vous-même. Mais je ne crois pas que l'immense majorité des électeurs de François Fillon pensent ça. Les électeurs de François Fillon, ils voient que M. Macron est un candidat qui ne veut strictement rien faire pour défendre la famille, qui est pour une immigration mais massive. D'ailleurs, il a indiqué qu'il fallait accepter beaucoup plus de migrants, que c'était une chance sur le plan social, économique, culturel. C'est quelqu'un qui a un énorme problème avec la laïcité. Énorme. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne veut pas appliquer la laïcité, il est entre les mains des communautaristes et il se soumettra aux communautaristes. Merci. Voilà. On va se retrouver dans un instant. C'est quelqu'un qui, quand même, permettez-moi juste un mot, qui, le lendemain de l'attentat qui a tué un policier sur les Champs-Élysées, a osé dire « Je ne vais pas inventer un programme contre le terrorisme dans la nuit ». Ce qui veut dire qu'il n'a aucun programme, ni sur le plan de la sécurité, ni sur le plan de la lutte contre le terrorisme islamiste. Ça, ce sont des vrais sujets auxquels devraient penser tous ceux qui s'apprêtent à voter dimanche prochain. On va revenir, on va parler de Whirlpool et du terrorisme, justement. Merci Marine Le Pen. On se retrouve, on est encore ensemble pour plus de 20 minutes. On se retrouve, Marine Le Pen, pour cette deuxième partie de notre émission. Vous étiez à Whirlpool, vous avez fait une visite surprise mercredi matin. Vous avez été plutôt bien accueillis par les ouvriers, les ouvrières, mais pas par l'intersyndicale qui se réunissait avec Emmanuel Macron. Apparemment, 2 repreneurs seraient partants pour prendre ce site. Les syndicats de l'intersyndicale sont assez optimistes. Ils pensent qu'il peut y avoir un débouché, qu'il y a une négociation qui peut se faire. Par votre visite, est-ce que vous n'avez pas mis de l'huile sur le feu? Est-ce que vous n'avez pas pris le risque de décourager des repreneurs pour faire un coup de campagne?
Bien, je suis allé à Whirlpool parce que j'ai défendu Whirlpool tout au long de la campagne. J'ai défendu les salariés, j'ai parlé d'eux dans tous mes meetings, dans toutes mes émissions, parce qu'ils sont le symbole de la brutalité, de la violence, de ces délocalisations qui se démultiplient, de ces entreprises qui croient pouvoir capter l'argent, notamment s'il y a une solution qui se profile, notamment du CICE, pour mettre au tapis les salariés après avoir encaissé l'argent et aller délocaliser dans des pays à bas coût de production pour ensuite nous revendre quand même les produits qu'ils auront fabriqués ailleurs. Cette situation est révélatrice de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce que nous vivrons demain. Et je suis venu tout au long de la campagne poser les solutions qui sont les miennes. Ma solution pour Whirlpool, par exemple, s'il délocalise, c'est de taxer à 35% les productions qu'il voudrait importer dans notre pays, parce qu'on ne peut pas admettre... Ça ne changera rien pour les ouvriers qui en perdent, les 290 ouvriers du site d'Amiens. Si je suis élu, l'entreprise ne fermera pas, je trouverai un repreneur quitte. Donc c'est la solution d'Emmanuel Macron, lui aussi veut retrouver des repreneurs, et c'est exactement ce que propose le gouvernement. Madame. Les salariés de Whirlpool, eux, ne s'y trompent pas. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, reprendre les images de M. Macron sur votre antenne, parce que comme ça, elles sont bien léchées et bien choisies. Mais je peux vous dire que la manière dont il a été accueilli par les salariés ne fait aucun doute. Ils ont compris que cet homme-là, c'est celui qui est du côté de la grande finance, qui est du côté des puissances d'argent, qui est du côté de ces entreprises, qui sont des entreprises qui se comportent de manière comme des rapaces. Je le dis clairement, comme des rapaces. Qu'est-ce que vous pourriez faire, à capter la richesse sans participer à l'économie. Vous décrivez une situation, mais non, vos madame, solutions... je lui ai dit, dit très clairement, moi je ferai ce que d'ailleurs Donald Trump a fait, à savoir que les entreprises qui délocalisent, eh bien, ne pourront plus réimporter leurs produits sans payer une taxe. Et vous savez ce qui va se passer, que Donald Trump n'a plus réintégré dans sa réforme fiscale hier cette taxe de 35% sur les produits réimportés. Vous savez ce qui va se passer ? Les entreprises n'auront plus aucun intérêt financier à délocaliser. Or, ces entreprises-là... Elles n'auront plus aucun intérêt à venir en France, c'est ça le problème. Permettez-moi de dire quand même que je ne veux absolument pas mélanger les entreprises qui se tiennent comme ça avec l'immense majorité des petits patrons de TPE et de PME qui n'ont jamais été aidés au cours du dernier mandat, parce que ce sont les gros groupes qui étaient aidés, car eux, voyez-vous, quand ils sont obligés de licencier un salarié, ça leur tord le ventre. Eux, parfois, ils touchent moins que le salaire qu'ils versent. Marine Le Pen. Revenons à vos solutions. Ils perdent leurs biens. Ils perdent leurs biens lorsque leur entreprise Revenons à vos solutions. Vous dites, si le groupe persiste à vouloir partir, alors comme c'est un groupe américain, moi je suis pas sûre que vous pourrez vous-même, présidente française, les obliger à rester. Non, admettons. Certes, mais je trouverai un repreneur. Alors vous trouverez un repreneur, c'est ce que disent aussi les autres, le gouvernement actuel aussi. Madame, donc c'est pas, si. Alors attendez, mais vous dites aussi. Votre énergie à défendre M. Macron commence à devenir visible. Mais oui. Alors je vais vous dire, M. Macron, il est venu voir les salariés de Whirlpool en disant, je ne peux rien faire pour vous. Non. Je ne peux rien faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vos solutions. Voilà. Et vous dites, l'État mettra toute son énergie sous ma supervision directe à trouver des repreneurs industriels sérieux qui s'engagent à préserver les emplois. Et en attendant, l'usine sera mise sous protection temporaire via une prise de participation de l'État si nécessaire. Donc ça veut dire une forme de nationalisation d'une usine, d'un site, d'une entreprise américaine en France que vous nationaliseriez. Mais j'ai envie de dire, et qu'est-ce que vous feriez avec les navires de croisière, avec enfin, c'est pas une industrie stratégique, c'est pas une entreprise française. Même si cette entreprise délocalise, elle n'est plus donc sur le site. C'est donc un repreneur qui peut la reprendre. Ça n'est plus. Oui, mais là, vous parlez de... Non, mais ah oui, donc c'est ça. Vous dites qu'elle ne peut pas rester exactement comme ça. Si elle décide de partir, nous trouverons un repreneur. Moi, je crois à la volonté politique. Je pense qu'il n'y a pas de volonté politique dans notre pays. Il n'y a pas de volonté économique. Il n'y a pas d'État stratège. Or, l'État stratège, il est là au travers de la Caisse des dépôts et consignations. Mais alors... Pas pour prendre des participations dans le label de musique de Carla Bruni. Et dans Whirlpool, il est prêt à... Il faut qu'il intervienne dans Whirlpool, dans une usine de sèche-linge. Il doit retrouver un repreneur. Et l'État peut parfaitement, encore une fois, mettre en protection l'entreprise le temps de retrouver un repreneur. Voilà. Mais du coup, ça va être toutes les entreprises qui sont en difficulté. Non, madame, vous allez être obligée. Toutes lesquelles ne sont plus en difficulté. Car avec la politique que je vais mettre en œuvre, toutes ces délocalisations qui ne sont pas une fatalité, mais un choix économique qui a été fait. Le choix qui consiste à lancer, encore une fois, les salariés contre
contre les salariés avec le travail détaché, les entreprises contre les entreprises avec la décision de Monsieur Macron notamment de la négociation par entreprise et non pas par branche. Alors les entreprises vont être en concurrence les unes avec les autres. Moi, cette guerre fratricide, je n'en veux pas. Je veux une économie qui, encore une fois, se protège de la concurrence internationale déloyale, que ce soit pour nos entreprises ou pour notre agriculture. Je veux du patriotisme économique. Je veux qu'il y ait une commande publique qui privilégie les entreprises françaises. Aujourd'hui, c'est interdit. Et j'ai en face de moi quelqu'un, Monsieur Macron, qui est un ultra radical européiste, car de tout le premier tour, madame, de tout le premier tour, il était celui qui, en matière d'européisme, avait le projet le plus radical. Celui qui consiste à te soumettre à l'intégralité des exigences de la Commission de Bruxelles, y compris d'ailleurs l'exigence de la création d'un impôt européen et d'un gouvernement de la zone euro. On va revenir à l'Europe dans un moment, mais juste sur les entreprises étrangères. En France, si vous dites, je ferme les frontières, j'interdis les licenciements, je nationalise... Vous m'avez entendu dire, madame, je ferme les frontières? Non, non. Ah bah vous êtes pour protéger le pays. Est-ce que vous m'avez entendu dire je ferme les frontières? Non, mais vous avez dit que vous êtes pour le protectionnisme. Vous êtes d'accord, intelligent. Et l'État stratège. Dites-moi, vous avez une porte à votre appartement? Oui, je connais votre histoire sur la protection, je comprends très bien. Mais vous voulez pas l'enlever? Non, non, je veux pas l'enlever, c'est évident. Mais vous, eh bien, voulez nous non plus, nous ne voulons pas l'enlever, nous ne voulons pas enlever les portes de la Maison France. Bien sûr. Nous voulons en avoir la maîtrise. Qu'est-ce que vous dites aux 2 millions de salariés français qui travaillent pour des entreprises étrangères? Plus de 1000 projets d'investissement réalisés en France, mais 30 000 créations, sauvetage d'emplois. Si vous avez ce discours, elle risque d'être découragée de créer des emplois en France et de considérer que ce pays se fermant, ce pays ayant une politique justement de protection, eh bien... Ce pays qui est le nôtre, Madame El-Krief, absolument. Ce pays qui est le nôtre, Madame El-Krief, ne se fermera pas. Grâce à l'État stratège, il mettra en place des régulations, car la mondialisation sauvage, sans obstacle, sans limite, les Français en ont tâté. Et ils ont vu les conséquences. C'est un chômage absolument spectaculaire qui a encore augmenté ce mois-ci. Ce modèle économique-là, tout le monde est en train de lui tourner le dos. La Grande-Bretagne lui tourne le dos. Les États-Unis lui tournent le dos. On a besoin d'avoir un État stratège qui évite les abus et les dérives de la mondialisation sauvage. Et ça passe par le patriotisme économique, ça passe par la maîtrise, encore une fois, des régulations, par la lutte contre la concurrence internationale déloyale. Il n'y a par exemple aucune raison pour que nos entreprises soient soumises à des normes qui sont extrêmement sévères et onéreuses pour elles, et que dans le même temps, on ouvre grand nos frontières commerciales et qu'elles soient en concurrence avec des productions qui arrivent chez nous sans respecter les mêmes normes. Un protectionnisme européen éventuellement, non, car bien sûr. La concurrence internationale déloyale est aussi intra-européenne. Parlez-en donc aux viticulteurs du Sud qui sont en concurrence de manière déloyale avec les vins espagnols. Parlez-en à ceux qui sont en concurrence avec les fruits et légumes, par exemple. Parlez-en avec ceux qui sont en concurrence avec le porc allemand importé dans notre pays. Tout cela, c'est de la concurrence internationale déloyale intra-européenne. Donc tous les pays se protègent. Bien sûr. Je ne demande qu'une chose, c'est que nous puissions nous protéger, pas mettre des murs, pas créer des frontières inamovibles, avoir un filtre que sont les frontières et qui permet de laisser passer ce qui est bon, d'éviter ce qui est mauvais, mais aussi, encore une fois, d'être une écluse pour que les conditions de la loyauté de la concurrence soient rétablies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu que aujourd'hui, la Grande-Bretagne qui a donc voté le Brexit, la filiale britannique de Nestlé a transféré une partie de ses activités en Pologne, 8000 salariés, à cause de la hausse du coût des importations des produits de base, parce que la livre a baissé après le Brexit. Les chiffres économiques du Brexit aujourd'hui montrent que le pouvoir d'achat des Britanniques a baissé. Et un sondage de YouGov pour le Times annonce que 45% des Britanniques regrettent le Brexit, 43% l'approuvent. C'est la première fois depuis le référendum qu'il y a plus de Britanniques qui regrettent le Brexit que ceux
qui le souhaitaient. Madame Écrière, vous allez accepter la décision du peuple un jour, ou vous allez continuer comme ça pendant des mois et des mois à la remettre en question? C'est une vraie question, ça. Parce que on va être amené à en parler dans les 5 prochaines années. Je le souhaite de mon quinquennat. Parce que moi aussi, je vais faire des référendums et j'espère que tout le monde se soumettra à l'avis du peuple. C'est faux. La Grande-Bretagne a le taux de chômage le plus bas pour elle depuis, je crois, 15 ans. Son tourisme a augmenté de manière spectaculaire et la réalité, c'est que malgré tout ce qui avait été dit, et d'ailleurs la Banque centrale britannique a été obligée d'admettre qu'elle s'était trompée dans ses prévisions, tout va plutôt très bien pour la Grande-Bretagne, plutôt beaucoup mieux d'ailleurs que pour nous, plutôt d'ailleurs beaucoup mieux que pour nous. Voilà, donc il faut arrêter un petit peu cette propagande, ce projet de peur, ça marche plus, les Français ont vu que tout ce qu'on leur disait n'arrivait pas. Moi je pense que encore une fois, la libre circulation totale des biens, des capitaux et des personnes, on est au bout de cette logique. Voilà. Les Français veulent de la maîtrise, ils veulent à nouveau être rentrés en possession de leur propre pays, de leurs propres lois d'ailleurs, ils veulent décider qui entre chez eux, ils ne veulent pas être un hall de gare, ils ne veulent pas être une salle de marché. Mais ils ne veulent pas payer des produits importés beaucoup plus chers parce que l'euro, nous ne serions plus dans l'euro et le franc serait dévalué. Ils ne veulent pas non plus se retrouver au chômage parce que les entreprises étrangères quitteraient notre pays. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, l'euro a baissé de d'ailleurs l'euro 1,55 € il y a 3 ans à 0,80 centimes. Tout le monde a dit, lorsque ça a baissé, chouette, ça baisse, on relance les exportations, tout va mieux, ça nous donne de l'oxygène. Et donc cette théorie ne vaudrait pas si l'euro avait un autre nom et que nous ayons la maîtrise de notre monnaie. Ça n'a pas de sens. Vous n'en parlez plus d'ailleurs, l'euro, de la sortie de l'euro dans votre profession de foi aujourd'hui. Pour le deuxième tour, vous ne l'évoquez plus. Parce que vous avez l'impression que ça a fait peur aux Français? Je sais que ça fait peur à un certain nombre de Français. J'ai entendu ces inquiétudes. Et je leur dis, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vais mener cette négociation avec l'Union européenne contre tout ce qui vous fait souffrir et contre lequel d'ailleurs vous râlez en permanence à juste titre. La concurrence déloyale, le fait que la nourriture dans les écoles de nos enfants ne soit pas des productions agricoles françaises, le fait que les entreprises françaises n'aient pas un accès privilégié, le fait que l'immigration entre dans notre pays absolument sans contrôle. Donc je vais aller rechercher la souveraineté territoriale, la souveraineté monétaire, la souveraineté législative, la souveraineté économique, donc, dans le cadre d'une négociation avec nos partenaires européens. Vous avez diminué, vous avez comment dire, adouci, modifié votre projet d'origine quand même, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il était trop radical et que c'était un saut dans l'inconnu. Je n'ai pas le sentiment, peut-être je l'explique mieux. Mais à culpa. Peut-être. Et à l'issue de cette négociation, ce que je veux dire aux Français, et le dire et le répéter en toutes circonstances, cette négociation, je pense que je l'obtiendrai. Je vous le dis très sincèrement, je suis une assez bonne négociatrice. Je l'obtiendrai et j'irai voir les Français, je leur dirai voilà ce que j'ai obtenu pour vous, est-ce que cela vous suffit ? Ou est-ce que vous pensez qu'on doit aller plus loin? C'est vous qui déciderez. Ce sont les Français par référendum qui décideront. Ce qu'ils doivent être... Je voudrais les convaincre d'une chose, je ferai rien par surprise, brutalement, sans leur avis. J'ai aucun intérêt à faire cela. Je n'ai aucun intérêt à créer le chaos. Ce que je veux, c'est améliorer la situation de notre pays. Est-ce que vous pourrez appliquer vos promesses ou est-ce qu'elles ne sont qu'illusions aujourd'hui ou que c'est toute la question. On le voit, le Brexit ou même Donald Trump s'est heurté au mur du réel. Les promesses dont vous parlez sont déjà mises en œuvre dans 95% des pays du monde. 95% ont des frontières, 95 maîtrisent leurs accords commerciaux. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux que ce soit la France qui passe des accords commerciaux avec d'autres pays. Je veux pas que ce soit l'Union européenne qui le fasse pour moi. Pourquoi? Parce que quand elle passe un accord comme le CETA ou comme le TAFTA, il est dramatique pour nous. Il est peut-être positif pour d'autres pays. Il a été refusé. Non, le CETA non. Non, le CETA non. Le CETA, il a été voté contre l'avis des Français et sans même leur demander leur avis. C'est peut-être positif, pour d'autres pays de l'Union européenne. Mais pour la France, c'est profondément
forcément négatif. Eh bien, je ne veux pas qu'on m'impose ou qu'on impose aux Français des décisions qui sont négatives pour eux. Donc, je veux pouvoir négocier accord commercial par accord commercial pour que ce soit toujours et en toutes circonstances les intérêts des Français qui soient défendus. Moi, quand j'entends M. Macron dire hier, quand j'entends M. Macron dire hier, on lui dit mais comment vous allez faire quand vous serez face à Mme Merkel? Il dit mais je ne serai pas face à Mme Merkel, je serai avec Mme Merkel. Mais non, Monsieur Macron. Vous serez face à Mme Merkel parce que Mme Merkel... Theresa May, elle est face à Mme Merkel. Theresa May, aujourd'hui, elle est face à Mme Merkel. Bien sûr, et c'est très bien parce que Theresa May défend les intérêts de la Grande-Bretagne. Elle a du mal. Quelqu'un qui veut être président de la République et qui m'explique qu'il ne va pas être face, donc il ne va pas défendre les intérêts de la France contre Mme Merkel qui défend, elle, les intérêts de l'Allemagne. Croyez-moi, et de manière plutôt efficace. Parlons des intérêts de la France sur le terrorisme. Madame Le Pen, s'il vous plaît. Vous avez affirmé pendant la campagne du premier tour qu'avec vous, il n'y aurait pas eu de Mohamed Merah, pas de Bataclan, pas de Stade de France pour les raisons... vous avez voté contre toutes les lois antiterroristes, contre les lois renseignement, contre l'établissement du fichier des passagers européens. Je voudrais vous faire remarquer que... Je trouvais ça liberticide et profondément inefficace et je crois avoir eu raison. Alors justement, vous savez que le réseau qui a été démantelé à Marseille, le mardi 18 avril, qui était assez dangereux apparemment et assez bien organisé, a été repéré et suivi grâce à l'IMSI Catcher. Ce sont ces capteurs qui permettent d'intercepter les communications téléphoniques et que les policiers ont eu l'autorisation enfin d'utiliser grâce à cette loi renseignement. De la même façon, c'est la coopération internationale qui a permis... Non, mais ce que je veux dire, c'est vous dites beaucoup de choses contre le terrorisme, vous dites qu'il n'y aurait pas d'attentat si vous étiez là, et vous vous opposez à des lois qui permettent de déjouer un attentat. Non. En l'occurrence, cette loi sur le renseignement, demandez-le aux policiers, ils se sentent beaucoup plus armés, beaucoup mieux armés pour lutter contre le terrorisme, mais vous aviez refusé ces lois. Madame, ce que je ne veux pas, c'est que l'intégralité des citoyens soit mise sous surveillance sans aucun contrôle d'un juge, sur le terrorisme, sans aucun contrôle d'un juge, le terrorisme. Pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Bon, la coopération internationale, elle existe depuis que le monde est monde, madame. Non, mais bien avant l'Union européenne, ça s'appelait Interpol. On s'échangeait des informations. Il y a d'ailleurs toute une série de pays avec lesquels on n'échange pas d'informations pour des raisons idéologiques, de posture. Je pense à la Syrie, d'ailleurs, qui a des informations pourtant très précises sur les fondamentalistes. Sur le renseignement que vous n'avez pas voulu voter. Le PNR qui vise à surveiller l'intégralité des voyages de l'intégralité des Français est inutile. Je vais vous dire ce qui est utile. Renvoyer dans leur pays immédiatement. Vous n'avez pas répondu. Immédiatement renvoyer dans leur pays les fichiers S qui sont étrangers. Mais avoir la maîtrise de nos frontières, car sinon ça ne sert strictement à rien. On ne peut pas protéger notre pays si on ne maîtrise pas nos frontières. Déchoir de la nationalité les binationaux qui sont convaincus d'avoir des liens avec le fondamentalisme islamiste. Et quand ils sont exclusivement français, leur appliquer l'article 411.4, c'est-à-dire les traduire devant un tribunal pour intelligence avec l'ennemi. Il faut fermer les mosquées radicales. Il faut expulser il y a une loi. Il y a des lois qui ont été adoptées et qui ont permis, vous en félicitez les forces de l'ordre, j'imagine. Rien de tout cela n'a été fait. C'est la réalité. Le gouvernement précédent s'est contenté de faire des numéros verts, de faire des clips contre la radicalité. Comment vous pouvez dire ça aux fonctionnaires de l'État français, aux services de renseignement, aux policiers et aux juges qui tous les jours luttent contre le terrorisme et qui déjouent des attentats tous les jours? Oui. Madame, ceux-là, je les ai au téléphone beaucoup plus souvent que vous, d'accord ? Bon, voilà. Donc, croyez-moi, et ce qu'ils me disent, c'est nous n'avons pas d'ordre. Et ce qu'ils me disent, nous ne pouvons pas surveiller 11 000 fichiers S radicalisés, parce qu'à l'intérieur de ça, il y a des milliers d'étrangers qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Parce que s'il y en avait moins, ce serait quand même beaucoup plus facile de les surveiller. Ceux-là me disent, les prisons françaises sont des universités de la charia. Et rien n'est fait pour que les prisons soient intégrées dans la communauté du renseignement. Cela me dit, nous n'avons pas les moyens matériels et nous n'avons pas les moyens humains parce qu'un gouvernement précédent a supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Voilà, et 54 000 militaires. L'armée me dit, on nous demande de démultiplier la lutte contre les groupes armés terroristes. On ne nous donne pas les moyens, nous sommes à l'os. Voilà ce qu'ils me disent. Et des plaintes comme ça, madame, j'en ai tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis très sincèrement et très tranquillement, la majorité des policiers, des gendarmes et des militaires dans notre pays qui sont là pour défendre l'ordre républicain votent pour moi.
Parce qu'ils savent qui est capable de leur redonner les moyens d'être véritablement efficaces. Ce dont ils se plaignent, c'est de ne pas avoir des politiques dignes de ce nom, qui leur donnent des instructions dignes de ce nom. Et d'avoir également une justice laxiste. Alors parce justement, que parlons de la justice. Parlons de la justice en un mot, parce qu'il nous reste 1 minute, j'ai 2 questions. Il y a 2 possibilités le 7 mai. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Évidemment. Si vous perdez, et je vais vous poser des questions si vous gagnez, mais si vous perdez, est-ce que vous irez aux convocations des juges sur les affaires vous concernant, comme vous l'avez prévu? Évidemment, comme je l'ai fait après les régionales. Donc vous irez après la présidentielle, après les législatives, après... J'irai après les législatives, mais... Et si vous gagnez, vous savez quel est votre gouvernement et est-ce que vous avez le nom de votre Premier ministre? Oui, j'ai le nom de mon Premier ministre et je ne vous le donnerai pas. D'accord. Mais peut-être qu'il s'agirait de Nicolas Dupont-Aignan, avec lequel vous avez parlé tout à l'heure. Et je ne vous le donnerai pas. Mais pourtant, c'est peut-être le moment de le donner aux Français pour qu'ils sachent qui sera dans votre gouvernement. Avant le second tour. Est-ce qu'il y aura des femmes et des hommes à égalité, à parité dans votre gouvernement? Non, je n'ai pas ce genre de vision. Il y aura des femmes... Avant le second tour, vous allez donner le nom de votre Premier ministre? Les femmes qui seront présentes le seront parce qu'elles sont compétentes et pas parce qu'elles sont des femmes. Et les hommes que j'aurai choisis le seront parce qu'ils sont compétents et pas parce qu'ils sont des hommes. Il n'y a pas de parité a priori. Non, non, je ne... Je considère que ce qui est important, ce sont des hommes et des femmes solides, convaincus, compétents et patriotes. Avant le second tour, vous donnerez le nom de votre Premier ministre. Oui. Lundi 1er mai, par exemple. Pourquoi pas? C'est ça. Il y aura Quel rôle aura votre compagnon si vous allez à l'Élysée, puisque Emmanuel Macron, interrogé là-dessus hier, a dit qu'il voulait créer un statut de la Première Dame? Non, je veux pas créer un statut du premier homme. Vous ne le ferez pas? Non, je ne le ferai pas. Hier, il a trouvé chez nos confrères de TF1 que vous aviez une qualité, votre détermination. Vous aviez dit, il n'a aucune qualité, je ne vois aucune qualité. Il a dit, j'ai une part d'humanité. L'autre part, c'est quoi? Non, et la détermination. C'est la bestialité? Vous avez dit qu'il n'avait aucune qualité. Non, politiquement, je pense que l'intégralité de son projet, encore une fois, va entraîner un terrifiant saccage, non seulement de notre patrimoine,